Alors dis-moi Loïc, Oui. tu es à la tête d'une structure qui est assez connue et j'oserais dire que tu as réussi à faire envoyer des pâtés dans l'espace, c'est ça? En fait, c'est ça, oui. Je préside une entreprise ancienne, familiale, 114 ans cette année, qui fabrique et prépare et crée des produits agroalimentaires. Bon, c'est une longue histoire. Mais on a un produit qui est un peu plus connu que les autres, qui est le pâté ENAF, qui est un produit qui a été créé en 1915. Et la particularité de ce produit, c'est qu'il est fait à partir du porc entier, y compris les jambons, le filet mignon. C'est une recette qu'on a inventée. D'accord. Dans le cochon, tout est bon, donc on peut tout prendre, c'est ça? En fait, c'est toute la viande, toute la chair de la carcasse qu'habituellement on va distribuer à des transformateurs pour faire tout un tas de recettes. Et là, c'est la tradition charcutière. Mon arrière-grand-père, avec ses enfants, a imaginé une autre recette parce qu'ils n'étaient pas charcutiers. Ils étaient paysans, ils étaient cultivateurs et ils ont imaginé une recette qui inclut voilà, le filet mignon, le jambon, du foie. Donc forcément, tu as un autre goût, tu as une autre façon de voir les choses. Voilà, le produit n'a rien à voir. Et donc nous, on a conservé aussi dans l'entreprise, on est conserveur, on fait des conserves, mais on a aussi conservé un abattoir. Donc on a un petit abattoir privé, à peu près 40 000 porcs par an, conventionnel et bio. Et donc à ce titre, on est très originaux, très décalés par rapport à la profession. Voilà, et donc on a aussi cultivé un art et de la qualité. C'est une vieille marotte de l'entreprise. D'abord la qualité au sens du respect du client, du consommateur, de l'écoute, etc. Et puis on l'a élevé au point d'être assez compétent collectivement sur certains aspects techniques. Et ça nous a emmené à rencontrer tout un tas de gens il y a près de 10 ans maintenant, du Centre national d'études spatiales et des grands chefs comme Alain Ducasse, Thierry Marx, Eston Blumenthal. Et tout ce monde-là va chercher un partenaire technique pour faire des conserves, je dirais entre guillemets parfaites, hein, je dis bien entre guillemets, en tout cas les plus techniques possibles et les plus sûres possibles pour la Station spatiale internationale. Et donc ça fait 10 ans qu'on fait à peu près 2000 conserves par an de plats de fête très gastronomiques pour la station. Et à cette occasion, on a eu la chance de pouvoir faire envoyer des boîtes de pâté ENAF avec d'abord André Kuipers, puis maintenant Thomas Pesquet dans la station, et donc ils sont consommés là-haut. Ouais. Donc c'est une histoire complètement de fou. Et Thomas, il a pris en photo aussi les pâtés en train de regarder parce qu'il a quelques belles images dans son palmarès. Thomas que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il est venu à Poulrosic dans notre entreprise. D'accord. Thomas est aussi un passionné de photos et on l'a su pendant son premier séjour. Oui. Et effectivement, alors j'ai pas la super photo de Thomas avec la boîte, la terre, le truc dans la coupola, j'ai pas tout ça. Mais on en a où ils sont à table ensemble parce qu'en fait le principe c'est que tout ce programme-là, c'est de créer de la convivialité autour des astronautes à quelques moments, parce qu'ils travaillent comme des dingues, ouais. C'est comme des agriculteurs, ils travaillent comme des dingues et ils ont besoin aussi de temps en temps de se poser et d'échanger entre eux parce que c'est des séjours longs aujourd'hui. Hein. Oui, et quelque part le fait d'avoir un produit aussi de haute qualité, c'est ça. Avec un goût certainement, parce que je ne sais pas si dans l'espace c'est comme dans les avions, on perd son goût aussi, non? On perd un peu, oui. On perd un peu. On me l'a dit. Ouais, je me doute. Donc on perd un peu effectivement, donc il faut faire attention à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des grands chefs qui nous aident sur cette perception fine du goût. Et puis nous on apporte la technicité qui est nécessaire pour garantir un produit parfait. Quoi. Ok. Voilà. Bon, en dehors de cette parenthèse extraordinaire, c'est aussi une entreprise qui vit localement, elle travaille avec des producteurs locaux, d'après ce que j'ai compris. Chez David Rioux, il y a une partie de sa production qui va chez toi dans ton entreprise? Alors pas chez David, d'accord. Mais on travaille avec, je dirais, une grosse quinzaine d'éleveurs locaux. D'accord. Ça a toujours été, et ça on peut l'affirmer et on en est très fiers, des éleveurs locaux depuis 1915. C'est-à-dire que depuis 1915, nous n'avons acheté que des porcs vivants locaux. D'accord. On ne parle pas de fourniture à l'étranger, quoi. 100% de porcs locaux vivants pour le pâté ENAF et la saucisse ENAF. À un moment donné, ça allait... C'était à contre-courant pendant très longtemps. Mais vous êtes resté là-dessus. Mais on est resté fidèle parce qu'en fait, c'est la raison d'être de notre entreprise. On a été créé pour ça.
mon arrière-grand-père cultivateur crée une conserverie de légumes pour valoriser les matières de sa ferme et aussi de celle du coin à Pouille-Rosig dans le pays Bigoudin. Et le pâté ENAF est né de ça, il est né d'un élargissement de la gamme à aussi de la viande. Parce que si on voulait avoir une fourniture de produits plus large, comme maintenant on le fait parfois dans les petits magasins, il fallait aussi peut-être proposer des produits d'origine animale alors. Là, c'était vraiment une réflexion de l'industriel qui naissait, qui avait besoin de matières premières. D'accord. Parce qu'en fait, à l'époque, l'entreprise, elle a eu beaucoup de mal au début. Ouais. Donc, ils cherchaient, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. On a même fait des poires au sirop. On a fait des sardines, on a fait... la sardine aussi. Voilà, on a tout fait. Mais ce produit, parce qu'il est créé, parce qu'il est différent, il a eu du succès. Et on a été très attentif à sa qualité. Mais par contre, on n'a jamais renié nos origines et on n'a jamais renié ce pourquoi on existe. Transformer des matières premières locales. Et donc vous vous êtes fourni naturellement sur des produits locaux. Absolument. Non, il n'y a même pas de question. C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on travaille avec une grosse quinzaine d'éleveurs. Alors on est engagé dans un programme qui n'est pas terminé, dans une démarche responsable à échéance 2030, d'amélioration de tout un tas de sujets. Donc il y a certains éleveurs qui sont un peu décalés dans le temps, dans leur démarche de progrès par rapport à nous, d'autres qui sont un peu en avance. Donc on est en train de finaliser cela en ce moment. Vous aussi, comme les éleveurs, vous êtes en train de faire évoluer vos pratiques, vos modes de production. Absolument. Par contre là, comme on est abatteur, on a vraiment un sujet de travail évident. Et donc c'est notre lien fort. Et donc on a des liens très particuliers avec Evel Up. Et on a des liens très particuliers aussi avec Port Armor Evolution et des groupements bio, comme Bretagne Viande Bio. Et donc on est en train de travailler à sélectionner les éleveurs qui nous correspondent le mieux à ce que l'on souhaite et au trajet que l'on a en commun. Voilà, c'est un peu abstrait, mais de se dire, il y a des gens formidables avec qui on ne travaille pas parce que on n'est pas phasé ou même... c'est pas pour tout de suite là, mais ça va venir. Et puis on souhaite aussi garder de la proximité. Donc nous, au-delà de 150 km, on trouve que c'est trop loin, ça fait des temps de transport trop importants pour les animaux. On pense aussi que c'est moins territoire, il faut aussi être un peu logique. Être ancré dans son territoire. Et donc on est en train de faire ce travail. Alors non avec David, on a travaillé avec... là on va s'approcher de l'exploitation de Jean-Yves Guilherme à Landivisio. On a travaillé avec Jean-Yves, on a travaillé avec plein de monde. Mais aujourd'hui on resserre parce qu'on a aussi besoin de encore mieux se connaître personnellement. On a besoin aussi d'aller vérifier des choses dans les exploitations. D'accord. On appelle ça des audits, mais en fait c'est faire confiance, bien se connaître. Puis après c'est devenu indispensable aussi par rapport à la distribution, j'imagine. Les demandes sont de plus en plus poussantes dessus et donc vous devez répercuter sur les producteurs. Non mais absolument. Alors, tu dis répercuter, moi je dis tout le monde se répercute des choses. En fait, ça monte, ça descend, c'est des flux. Vous devez travailler en bonne entente pour arriver à faire évoluer ça. Ça s'appelle collaborer. Voilà. Tout simplement. Donc il ne s'agit pas d'imposer. Donc je ne suis pas dans une démarche dans laquelle j'impose. Je dis moi je veux aller par là. L'entreprise a tracé un chemin. Vient qui veut. Mais on va bosser ensemble et on n'a pas encore toutes les solutions, on est en train d'en trouver une grande partie. On va trouver les solutions ensemble. Et puis des fois, un éleveur, parce qu'il est, il vient juste de terminer un investissement, il dit non, moi je ne peux pas faire quelque chose. Oh, pas tout de suite, ok, on va trouver un jour. Faut savoir prendre le temps aussi de laisser mettre en place et puis d'arriver à avancer. Et c'est cela qu'on a dit aux associations, à tout un tas de gens, on dit ok, mais nous, ça prendra 10 ans. Voilà, parce que plus vite, le couteau sur la gorge, ça n'avancera rien. On va stresser tout le monde, nous les premiers, avant de stresser les animaux. Et donc, faisons ça en bonne intelligence, en vraie collaboration. Et si même cette collaboration va plus loin et devenir des associations, des joint ventures, ou j'en sais rien, sous la forme juridique, j'en sais rien, mais on va bosser ensemble. Et on est en train de progresser fort. D'accord. Alors, j'ai ma petite équipe là du Co-Farming Tour qui t'a envoyé une série de questions que je ne connais pas, que tu ne connais pas, que tu vas lire à haute voix pour que tout le monde puisse entendre les réponses que tu
va proposer, je te préviens, c'est un peu décalé. Hein. Alors, question voyance, c'est un quiz, donc question voyance. C'est le porc quiz. Ouais, le porc quiz, ouais. Le cochon idéal de 2025 serait... Point d'interrogation. Réponse A. Tous sur Mars pour ne pas perturber des odeurs et se cacher des anti-viandes. Réponse B. Un animal de compagnie en France car nous ne mangerons que des rillettes à base de vers de terre. C'est ragoûtant tout ça. Réponse C. Le principal fournisseur de nos voitures de GRDF car 100% des porcheries feraient du méthane. Ah. Ouais. Réponse D, sous surveillance H24 avant sur TF1 en remplacement du journal de Jean-Pierre Pernaut pour montrer en quoi il est heureux. Oh, c'est compliqué. Voilà, c'est long. Hein. J'en sais rien. Le cochon, tu sais toi 2020, j'en sais rien. Rien de tout ça en fait. Bah après, c'est pas la peine d'aller se cacher sur Mars parce que quelque part, on a des métiers qui sont respectables, qui sont certainement à faire évoluer, qu'il faut bien expliquer aussi, je pense. J'allais dire la transformation, l'abattage aussi, c'est un sujet qui est hyper sensible. On en parlait tout à l'heure avec David, le transport. Il me dit, moi je rêve d'aller dans un camion de transport pour montrer comment les cochons transportent bien et jouent même dans le camion, quoi. Et il n'y a qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire. Et quelque part de dire, bon ok, on sait que c'est leur fin, c'est la mort, mais en même temps c'est fait le mieux possible. Et s'il y a eu peut-être des choses parfois compliquées, en tout cas maintenant ça évolue beaucoup aussi dans les mentalités, quoi. Après, je sais pas, dans les autres réponses, la méthanisation, c'est intéressant aussi. Il y en a beaucoup par ici Il n'y en a pas énormément. Alors, moi, je connais bien l'exploitation d'André Sergent à Beuzec-Cap-Sizun donc André est le président de la Chambre d'agriculture en Bretagne, mais c'est surtout aussi l'exploitation où nous envoyons nos graisses de station de traitement des eaux. Dans l'entreprise, on a une station de traitement des eaux. Et on envoie nos graisses dans son méthaniseur. Donc on a un deal, on a une collaboration. Comme souvent des méthaniseurs avec des entreprises. Et c'est super, et parce que son méthaniseur est à 9 km de l'entreprise. C'est de la proximité, il crée de l'énergie pour les maisons aux alentours, il crée de l'énergie pour son exploitation, donc ça aide au bien-être des animaux, parce que du coup il s'autorise à ventiler beaucoup plus. Oui. Voilà, il est dans un cercle très vertueux. Moi, je pense que la méthanisation, c'est vraiment une solution. Alors, c'est pas la solution. Non, ça fait partie des moyens. Voilà, ça fait partie d'une palette d'outils de demain, c'est clair. Mais ce qu'on discutait dernièrement, c'est que la méthanisation impose aussi la compétence et donc impose aussi d'avoir des personnes qui soient disponibles pour le faire. Ce que j'évoquais hier, c'est que tout simplement le problème de méta, ça veut dire retirer une personne éventuellement dans un élevage où on a déjà du mal parfois à avoir du personnel. Et vouloir maîtriser beaucoup de métiers, c'est parfois complexe, quoi. C'est clair, dans son cas, mais il parlerait 1 million de fois mieux que moi de son exploitation. Ils sont à plusieurs, ils font du lait avec son frère. Et puis il a plusieurs sources aussi peut-être d'approvisionnement. Absolument. Il n'y a pas que nous, absolument. Et là, ce que je voyais donc avec David, c'est qu'il me disait, lui il peut pas, il pense pouvoir peut-être un jour le faire, c'est envisageable, mais il dit, on a investi il y a déjà quelques années sur l'hygiénisation pour dégager l'azote, donc pour la diminuer, et donc déjà cette problématique-là est réglée entre guillemets, et donc repartir après de la méta, c'est aussi des gros investissements, c'est des gros engagements. Et comme tu le disais tout à l'heure, il faut prendre le temps d'avancer tout doucement. C'est ça, et c'est peut-être pas pour tout le monde tout de suite. Et c'est pas pour tout le monde, et c'est certainement pas pour tout de suite, et c'est certainement pas pour tout le monde non plus à long terme. Quoi. Et le modèle petite méta, moyenne méta, grosse méta, grosse méta, c'est aussi problématique parce que c'est quand même une implantation lourde sur un territoire, c'est aussi des risques industriels, là qu'on hisse au niveau industriel, important. Donc oui, c'est pas pour tout, mais en fait il faut un équilibre, aussi, c'est sûr. Qui correspond à l'exploitant. Est-ce que c'est est-ce qu'il est seul? Enfin voilà. Et c'est la boîte à outils qui est intéressante. Dans la boîte à outils, il y a ça. On prend ce qui correspond aussi. Allez, on passe à une deuxième question. Question conso. Alors, toujours en 2025, l'enjeu des filières est réponse A, de convertir 100% des élevages de porcs en mode paille
paillettes et salon de massage. Réponse B, de valoriser 100% des cochons français à 2 € le kilo. Ça va être compliqué. Réponse C, de convertir Thierry à l'élevage porcin. Je ferai un petit commentaire après là-dessus. D'accord, ça sent le tacle. Non, pas du tout. Alors, réponse D, de nourrir toutes les restaurations collectives de France. Voilà, il y a des sujets intéressants. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? La paille. La paille. Alors, bon, je ne suis pas technicien un peu, mais la paille, je comprends que c'est pas simple. Pour autant, la paille uniquement en jeu pour les animaux, on comprend bien que vis-à-vis du consommateur, ça ne suffit pas. Ouais. Il y a quand même un regard qui est posé par les consommateurs et les Français, les citoyens, hein, positif sur la paille. Parce que la paille, c'est quoi? C'est pas la paille, c'est un substrat naturel. Et en fait, c'est ça. Puis on le voit toujours en élevage bovin quasiment tout le temps. La paille est toujours présente, donc je pense que dans l'image, c'est important. Et probablement que quand même, et ça se comprend, nous on aime bien aussi mettre nos pieds dans le sable, on aime bien mettre les pieds sur la pelouse, nus. Ça semble assez évident qu'un animal il n'est pas fait pour vivre sur du plastique ou sur du béton. Par contre, il y a une chose, je suis allé faire un tour en Guyane et j'ai vu des élevages à l'extérieur. Oui. Les cochons sont les plus heureux dans de la boue, là où il y a de la terre, où ils se roulent. Alors, et ils ont besoin de ça. Substrat naturel. Plastique, tout béton, tout inox, tout. Ça semble difficile à expliquer durablement. Ouais. Et donc j'y suis pas je suis pas favorable. Je comprends toutes les contraintes techniques. Et donc comme toutes les contraintes techniques, il faut saucissonner. On prend un problème. C'est comme Seul sur Mars. Hein. On prend un problème, on le résout, on prend le suivant, etc. Okay. Et donc la paille cosmétique pour faire joli. Aucun intérêt, si ce n'est pour le cochon de s'amuser un peu. Il y a un petit nid de poule, on passe de la poule au cochon. Mais faut quand même qu'on entende tous hein, dans le métier que et les vrais professionnels, moi je suis un parasite dans le métier, mais il faut quand même comprendre que le contact de l'animal avec un substrat naturel, ça paraît plus logique dans le fonctionnement. Ça va être difficile de s'y opposer durablement. Okay. Et je le comprends. Donc il faut trouver. Donc si c'est aussi de la paille, aussi de je sais pas quoi, d'autres choses, ouais. L'accès à l'extérieur, ça aide, etc. Donc voilà. Donc c'est des sujets. Alors pour le coup, c'est des sujets passionnants. Et moi j'aimerais que ces sujets-là, dans le grand public, aillent dans le grand public au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de sujets passionnants, de réflexion. Mais avec l'explication aussi du contexte, des contraintes. Absolument. Alors quand il y avait la petite remarque là en disant que j'allais devenir éleveur de porc, écoute, j'ai des cousins qui sont dans le port aussi, dans Lyon, voilà, qui se sont expatriés à une époque. Et honnêtement, j'adore ces animaux. Je viens d'y aller tout à l'heure, là, je les ai grattés, je les ai caressés. Il y a une approche, je trouve, extraordinaire. Et si, c'est vrai que l'odeur, c'est compliqué, hein. Honnêtement, l'odeur du cochon, voilà. Mais dans les élevages comme ici, où c'est traité, c'est vraiment bien fait, franchement, je trouve ça extraordinaire. Ça diminue déjà sérieusement cette contrainte-là. Après, quand on est dedans, au bout d'un moment, on ne sent plus. Mais quand je vois le contact avec des animaux, l'accès à la technologie, comment on régule l'ensemble des paramètres d'environnement pour leur offrir vraiment un environnement extraordinaire, je me dis, en tout cas, ils ne sont pas malheureux durant leur production. On fait tout pour éviter que les petits cochons se fassent écraser. Et je trouve qu'il y a souvent une passion chez ces éleveurs de porc. Alors, on le voit aussi hein, chez les éleveurs bovins, hein, mais dans le porc, j'ai toujours remarqué aussi qu'il y a une attache, et je pense que de toute façon, celui qui reste éleveur de porc dans les conditions qu'ils ont subies depuis quelques années, voire bien avant, il fallait vraiment être passionné et accroché à ça, quoi. Parce que sinon les mecs ont dégagé de ces productions là, quoi. Si t'es pas vraiment accroché, c'est sûr. Nous on a des contacts qu'avec des passionnés. Hein. De toute façon, si on n'est pas passionné, si on n'aime pas les animaux, si on n'aime pas être... ça va pas durer. Mais c'est comme nous on aime nos usines, on aime nos établissements, on aime nos ateliers, on aime notre technique. Voilà. C'est certain. Allez, une dernière question. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière ou si... Il y en a une dernière, mais il y avait d'autres sujets. Mais bon, hein.
Il y avait question sexo, alors on est parti. Oh là là, je m'attends au pire. Le principal fantasme de l'éleveur de porc serait... Réponse A, alors là ça envoie un peu quand même. Hein. D'être coincé dans la maternité collective avec Madame Lucet. Je ne sais pas qui est Madame Lucet. Élise Lucet, ça fait 10 fois qu'on est en train de l'attaquer dans le truc. Non mais je ne sais pas qui c'est. Réponse B, d'être le mannequin de calendrier de Clara Morgan pour faire la promotion de l'élevage. Être le mannequin du calendrier de Clara Morgan, Ah, d'accord. pardon. Ok. Réponse C, de sortir l'édition 50 nuances de Groin pour faire fantasmer toutes les ménagères de France sur l'élevage porcin. Réponse D, je ne peux pas répondre, je suis pudique, ma femme écoute. Bon. Ouais. Bon, La dernière, alors on a dit, c'est ça Ouais, c'est bien la dernière. Non, mais bon, après, ça envoie dans des discussions oui. sans fin. Bon, après, de toute façon, j'allais dire, c'est le sujet pour faire rigoler aussi. Ouais, mais on est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il faut avoir des références assez orientées hein, pour Et arriver à actuelles. tout comprendre. Moi, je suis vieux. Hein. Bon, pas tant que ça quand même. Sinon, ça veut dire que je rapproche aussi. Et il y a combien de personnel au niveau de la boutique alors? Alors, dans l'entreprise, on est 290. On a plusieurs activités. Hein. On a une activité à Poule-Rosic, donc dans le pays Bigoudin. On fait essentiellement du pâté énaf, de la saucisse énaf à partir des porcs qu'on abat et d'autres conserves de viande. D'accord. Des rillettes, des pâtés de campagne, des pâtés de foie, mais aussi des rillettes de poisson, des tartines à base d'algues. On fait beaucoup de produits sur l'apéritif en ce moment. D'accord. On a un deuxième établissement à Rospordin, à côté de Quimper, où on fait depuis une trentaine d'années des produits à base d'algues. Donc c'est une entreprise qui nous a rejoint il y a quelques années, qui a été fondée par Christine Le Ténier, qui était la pionnière des algues et de la gastronomie en France. Donc on a un bateau, on récolte nos algues du côté de l'île de Molène, et puis on transforme ces algues essentiellement pour la restauration, donc en ce moment c'est très compliqué. Et donc c'est des algues de décoration, c'est des algues qui accompagnent les poissons dans les restaurants haut de gamme, c'est une très belle activité. On fait beaucoup aussi de produits d'épicerie fine. Puis on a une troisième activité entre Rennes et Nantes, au Grand Fougeray, qui s'appelle Kerverne, qui était une société familiale aussi, qui nous a rejoint il y a 4 ans, et qui était une société pionnière dans la charcuterie biologique. D'accord. Depuis 30 ans aussi. C'était André et Marie Lagrange qui ont créé cette entreprise. C'était vraiment des pionniers du porc bio transformé, avec des ventes en magasin bio et des ventes sur les marchés à ciel ouvert, marché de plein vent. Et donc c'est une activité passionnante. Et donc voilà, 30 ans dans les algues, 30 ans dans la bio, 30 ans dans l'industrie locale. C'est ENAF aujourd'hui. Alors on a une autre petite activité un peu plus atypique, mais plus agricole, puisqu'on a même des salariés MSA. On a une production de spiruline dans la Drôme. Ah. Donc on a 4000 m² de serre et on produit de la spiruline. D'accord. Qu'on met dans nos produits, qu'on vend sèche, par exemple dans les monoprix parisiens. Voilà, donc c'est une activité où on défriche, on découvre, on apprend. Parce que c'est quand même des produits assez récents, quoi. Ça fait pas, fait pas 30 ans que c'est sur le Non, il y a encore plein de choses à défricher. Nous, on regarde comment. Notre objectif, c'est pas d'être des producteurs, on trouve ça formidable mais on le fait ça un peu comme des gens de l'agroalimentaire, pas comme des gens du monde agricole. Hein. Oui. Chacun a sa place. Oui. Mais nous, on a un esprit tout tourné sur la transformation. Et donc, on regarde vraiment comment on peut le faire le plus proprement possible. Ça veut dire avec une qualité bactérienne maximum, avec un risque sanitaire le plus faible. Voilà. Et puis aussi c'est vrai que dans la spiruline, il y a des choses à voir parce que entre la spiruline asiatique à 3 € du kilo qui ressemble plus à de la poudre, de la poussière verte, et puis une spiruline de qualité aussi, c'est comme tout, il y a des qualités différentes. Quoi. Voilà, et aujourd'hui, cette distinction n'est pas faite encore, donc il y a plein de choses à explorer. Ok, bon, voilà. Nous voici arrivés chez Evel-Up où on va discuter encore élevage, hein, vu que c'est... Cochon, je pense. Élevage et cochon, voilà. On en aura parlé un petit peu au niveau de la transformation. Merci Loïc pour avoir répondu à mes questions. Et puis
on aura peut-être l'occasion de se revoir sous d'autres lieux et puis pour parler encore d'autres sujets bien intéressants, quoi. Hop, allez, moi je vais me garer juste devant l'entrée, comme ça j'aurai pas loin à faire. Bon, ça va, le voyage s'est bien passé? Et le tracteur est d'un confort remarquable, il n'y a pas à dire. C'est vrai, hein, au niveau bruit, au niveau... voilà, puis là on était sur des routes correctes aussi. Parfois ça bouge un petit peu quand il y a les nids de poules. Mais... On est haut aussi. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est pas mal. Bon, super. Merci Loïc. Bravo.